Bonsoir. Analyser et décortiquer l'actualité de la semaine, c'est la tâche que nous nous sommes assignés sur cette émission bi-hebdomadaire du service français de l'information de Radio Cotonou. Actu et débat, le rendez-vous. Vous le prenez, chers amis auditeurs, les lundis et jeudis à partir de 16h. En studio ce soir pour le tout premier numéro de ce nouveau mois de juillet, Alphonse Moïse Soudé, journaliste, et Jules Léandre Ketty, consultant média. Bonsoir, chers invités. Bonsoir. Merci de nous renouveler votre disponibilité. Drame au large des côtes tunisiennes avec le retour volontaire de migrants béninois. Tournée de reddition de comptes actuellement en cours. Les assises nationales pour réformer la justice au Sénégal sont entre autres sujets à aborder dans Actu et débat de ce soir. Actu et débat. À nouveau, bonsoir. Avant, démarrons par le lancement ce jour du certificat d'études primaires. Cet examen a bien démarré sur l'ensemble du territoire national. C'est une année scolaire validée. C'est à l'actif des acteurs de l'éducation, Jules Léandre. Je salue une fois encore les auditeurs de Radio Cotonou. Oui, on a le sentiment d'une mission accomplie si on se retrouve au registre des acteurs de l'éducation. On peut dire que l'année scolaire a été bien accomplie parce que, il faut le dire, on a passé une année sans beaucoup de grève. Je sais que en disant ça, des gens me diront que je cours le risque d'ouvrir un autre débat, la sempiternelle question ou polémique autour de la réduction des droits de grève des gens. Mais après, pour le parent d'élève que je suis, je me réjouis de savoir que mon enfant est allé à l'école correctement et régulièrement tout au long de l'année et que quand on revisite toutes les étapes qui concourent à la tenue d'un examen, on se dit il faut féliciter ces acteurs même s'ils sont encore au front. Tout le monde n'est pas à la surveillance, tout le monde n'est pas dans l'organisation pratique de l'examen, mais chaque parent a joué. Les élèves ils ont travaillé, les écoliers, et maintenant pour 3 jours ils doivent être concentrés. Les parents ont besoin de les accompagner, de leur donner assez de soins, d'être présents. C'est beaucoup de sacrifices. Les enseignants, ceux qui sont à la maison maintenant, comme ceux qui sont encore au front à la surveillance, et puis ceux qui seront à l'étape de correction, de délibération, et puis de proclamation des résultats finaux. Franchement, je pense qu'ils ont besoin qu'à cette étape, on leur dise bravo. À qui d'autre? Pour le gouvernement, on dit merci d'avoir fait le devoir régalien, d'organiser les choses comme cela se doit. Tout n'est pas parfait, certainement. Ça m'a amené à penser à une école du côté de Grand Popo où j'avais fait un tour la dernière fois où le directeur n'était pas là. C'est dans un village qu'on appelle la Iguenou. Le directeur n'était pas là. Il y avait 5 enseignants. Voilà, pour d'abord tout le groupe, et le directeur n'était pas là. Ils étaient 5 enseignants pour 6 classes. Oui. Alors le directeur n'était pas là. Le directeur devrait tenir une classe lui-même aussi. Et puis j'ai pu voir l'enseignant du CM1. Je l'ai vu dans sa classe. Après, je l'ai vu courir pour voir les enfants de CM2. Ce n'est qu'un tableau que je donne un exemple comme ça. Il y a certainement des poches où le gouvernement n'a peut-être pas pu mettre tout ce qu'il faut, le nombre d'enseignants, toutes les conditions, mais le maximum est fait parce que le même jour où j'ai pu observer ça, imaginez tout le système sanitaire dans cette zone sanitaire a été mobilisé, sorti des différents centres de santé communautaires pour venir déparasiter tous les enfants de l'établissement. J'ai pu aller jusque dans l'établissement observer. On leur donnait gratuitement des produits, des parasitants. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail qui est fait au niveau du gouvernement pour que nos enfants soient dans de bonnes conditions. Je les avais vus avant de prendre donc ces produits-là. Je les ai vus manger. Donc, la question de cantine scolaire, tout cela a concouru à ce que les enfants aillent bien à l'école et qu'ils aillent à l'examen. Maintenant, on va simplement leur souhaiter que les résultats soient à la mesure des efforts consentis par
tous ces acteurs. Et depuis quelques années, comme ces résultats sont allés crescendo, on espère que cette année, ça va être encore très très intéressant. Alphonse Moïse, vous vous réjouissez également de cette validation de l'année scolaire? Mais oui, je suis par ailleurs acteur du système scolaire. Et je dis, bon, contrairement à ce que les gens disent là, nous avons commencé le 17 septembre. Le 17 mai, ça fait 9 mois régulièrement de cours. Donc, que les gens ne cessent de nous dire non, vous ne pouvez pas aller en vacances, vous n'avez pas fait 9 mois de cours. On a commencé le 17 septembre, il n'y a pas eu de débrayage. Donc, théoriquement, les enfants ont fait 9 mois de cours. Je tiens d'abord à saluer les enseignants qui, malgré les intempéries, ont bravé plus tout, ont bravé parfois les difficultés pour former les enfants. Et je dis merci aux parents qui ont consenti au sacrifice. C'est vrai que il y a des parents qui suivent à la virgule près ce que l'on enseigne à leurs enfants, mais il y a d'autres parents qui sont, excusez le mot, qui ont fait preuve d'irresponsabilité, qui pensent que les écoles sont des garderies, où on vient déposer son enfant et puis en fin d'année, on se dit, l'enfant n'a pas travaillé. Les parents doivent être le relais de ce qui est fait à l'école. Le maître ne dort pas avec l'enfant, le maître travaille avec l'enfant, le maître donne des devoirs aux enfants, les parents ont l'obligation. Il faut que le complément soit assuré. Même si vous avez engagé un précepteur, un répétiteur pour suivre vos enfants, vous devez être présent. Donc je salue tous les acteurs du système éducatif. Je salue le gouvernement qui a mis à disposition les moyens pour que l'on puisse organiser les examens. Et l'essentiel pour moi est que au thème de la composition, que la période du stress ne dure pas, qu'on libère très vite les enfants en donnant très tôt les résultats. Mais moi je me suis posé une question que je me pose depuis des années, quelle est l'utilité du CEP aujourd'hui? Justement, j'allais vous poser cette question, la valeur de ces... On ne recrute plus à partir du CEP, c'est fini ça. Donc il faudrait que, parce que c'est un examen aussi budgétivore, ça prend beaucoup de milliards, Donc aujourd'hui, quelle est l'utilité du CEP? Est-ce qu'on a encore forcément besoin du CEP? Est-ce qu'il n'est pas temps? Parce que nous sommes trop calqués sur le système français, il va falloir tropicaliser les choses. Est-ce qu'aujourd'hui, dans nos républiques, on recrute encore des gens à partir du CEP? Non, je crois pas. On vous demande le BPC. Donc, il faudrait qu'on puisse voir dans quelle mesure, qu'est-ce qu'il faut. Il faut mettre en place un système du passage de CM2 au collège. Il faut qu'on cesse avec le CEP, qu'on passe à autre chose, qu'on donne priorité au BPC, parce que moi, je n'ai jamais plus, je ne vois pas l'utilité du CEP. Les enfants savent lire et écrire, et parfois, même quand des enfants ont fait correctement le CM2, ils viennent en 6e, ils se cherchent parce que 9 ans en 6e, et puis on se croit encore dans la cour de la récréation du primaire, et puis on se comporte encore comme les élèves du primaire. Je voudrais que l'État puisse voir au niveau des inspecteurs, ceux qui sont chargés d'organiser les examens, de voir est-ce que c'est encore utile aujourd'hui d'organiser le CEP, est-ce qu'il ne faut pas désormais donner aux enfants un certificat, ou bien je dis n'importe quoi comme ça, un système de validation qui permet à l'enfant de passer du CM2 en 6e, parce que c'est un changement de cycle. Donc il faut voir ça, parce que dans certains pays, je crois que le CEP ne se passe plus, parce qu'on estime que ça prend beaucoup d'argent. Pour ceux qui suivent un peu l'organisation des examens, ça prend beaucoup de ya. C'est pas des nions, c'est des ya que ça prend, et ça mobilise beaucoup d'énergie. Donc, est-ce qu'on peut pas se passer de ça? Si les autorités sont à l'écoute, il faut ouvrir la réflexion pour voir. C'est vrai que en disant ça, je vais me faire des ennemis, forcément, parce que, qu'on le veuille ou non, quand on organise les examens, il y a des gens qui se font les sous, ne nous trompons pas. Ceux qui vont à la surveillance se font les sous, ceux qui vont à la correction se font les sous, ceux qui sont dans la supervision se font les sous, ceux qui sont chargés de choisir les épreuves un peu sur toute la chaîne, chacun arrive à mettre quelques jetons dans la poche. Donc, demander qu'on supprime le CEP, je suis sûr que les gens vont me taper sur les doigts pour dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Non, il faut qu'on s'asseye. C'est pas parce que il y a des intérêts en jeu qu'on peut pas voir, on ne peut pas étudier la faisabilité. Est-ce qu'il faut continuer avec le CEP? Moi, j'estime que il faut se passer du CEP et trouver un système de validation pour permettre aux enfants de passer de CM2 au collège. En 6e. Vous êtes d'avis, Juliandre? Non, je ne suis pas d'avis parce que ça ne se décrète pas de cette façon. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on ne va pas à l'école pour simplement aller chercher un travail. On va à l'école pour acquérir d'abord des connaissances, pour après organiser sa vie. Mais non, laissez-moi, je pourrais vous démontrer pourquoi. Lorsque vous demandez à ce qu'on supprime le CEP, voyez, psychologiquement, quand vous allez demander à un psychologue,
Lorsque l'enfant fait si j'élimine la maternelle, il fait du CI au CM2, au bout d'un cycle, si c'est défini que c'est un cycle, ça s'arrête là. L'examen qui est programmé crée une pression. Et à partir du CM1, vous voyez que tout le sérieux qui est mis, le surplus de sérieux qui est mis dans la formation de l'enfant parce qu'il y a un examen demain. C'est comme un sportif qui a une compétition. Il fait des entraînements tous les jours, et il a ses performances, mais lorsque il y a une compétition d'un niveau donné, vous voyez, le sportif, l'athlète se prépare de façon plus intense. L'objectif derrière, quand moi j'analyse ça, je ne suis pas spécialiste des questions d'éducation, mais ce que je vois derrière, c'est que on prépare bien l'enfant pour qu'au bout des autres cycles qui vont se suivre, il soit un intellectuel plein, différent d'un lettré en français. C'est mon père qui m'a dit qu'il y a une différence entre un intellectuel et un lettré en français. Vous me direz, malgré l'existence du CEP, BPC et tout le reste, on forme encore des gens qui, à l'université, se comportent comme de parfaits cancres, mais il n'y a jamais de règles sans exception. Même si on formait les gens de façon extraordinaire, il y aura toujours des têtes pour être réfractaires à la connaissance. Je pense que sur une bonne durée, et c'est là seulement qu'en partie je suis d'accord avec vous, c'est qu'il faut interroger le système éducatif pour savoir, est-ce que on va continuer à imposer à un enfant béninois, comme ça s'est fait en français et en France, à une autre époque, parce que les gens réfléchissent à réformer leur propre système, et nous sommes là, est-ce qu'on doit imposer encore à l'enfant à faire 6 ans? Qui a dit que si on ne dit pas CICP, C1, C2, CM1, CM2, l'enfant n'aurait pas un bon niveau? C'est une convention. Les gens se sont levés. Et je suis sûr que... On peut réformer. Oui, je suis sûr que c'est par rapport à la masse critique de choses à inculquer à l'enfant, qu'on estime qu'il faut étaler ça sur 6 ans. Lorsque vous rentrez dans les pays anglophones, mais celui que vous appelez ingénieur au Bénin ici, qui fait l'EPAC par exemple, qui finit un cycle, il est ingénieur, il ne fait pas le même nombre d'années dans ses cursus scolaires et académiques que le Nigérian à côté. Mais quand vous allez prendre l'ingénieur béninois, les circonstances dans lesquelles il est formé, le cadre, l'écosystème dans lequel il est formé, quand vous le déposez au Nigeria, il y a un ingénieur béninois qui m'a dit une fois, il travaille pour la Banque mondiale aujourd'hui, il m'a dit, lui il était formé ingénieur ici, après on les envoie au Nigeria pour un stage, il tombe là-bas dans une université, on dit ils doivent rencontrer le professeur, c'est un professeur qui est vénéré là-bas. Ils tombent dans l'université, sortent de leur cabine, et ils sont tous bien habillés, et après on dit, ouais, le professeur, il dit non, on va les mettre dans un bus, ils vont là-bas. Et après on les conduit dans une ferme. Et ils vont découvrir quelqu'un qui est il est ingénieur agronome. Ils découvrent quelqu'un qui est au champ, comme un parfait cultivateur, et on dit c'est le professeur le plus chevronné de ce département. Qui les lance pour dire, voici des tracteurs, allez au volant, tout le monde. Qu'il y a plein de gens, de Béninois, qui n'arrivaient pas à faire ce qu'il fallait. Alors ça veut dire quoi? Si on interroge le système éducatif et qu'on comprend que, là encore je suis d'accord avec vous, le plus important pour un enfant à la fin, si un enfant sait très bien écrire, il sait bien lire, il sait compter, et qu'on lui apprend les langues, la plupart des langues qui marchent aujourd'hui, dans lesquelles il faut qu'il comprenne ce qu'on est en train de lui dire, il va être quelqu'un de grand. Il pourra choisir son métier et avancer. Donc, au lieu de supprimer le CEP, c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de jobs. Je crois que dans des centres donnés, la réforme donne déjà qu'un gardien, un agent de sécurité dans une structure formelle d'État aujourd'hui, ou bien même privé qui veut être dans le formel, on leur réclame le CEP. Vous me direz que c'est marginal par rapport au nombre de métiers qu'il peut avoir. Mais non, je ne suis pas pour... Technicien de surface également. Très bien, je ne suis pas pour qu'on supprime tout de suite, mais je suis pour qu'on interroge le système. Vous faites, voilà un système qui vous prend, avant de faire une maîtrise ou un master aujourd'hui, vous êtes à près de 25 ans. Mais si le contenu ne permet pas que 25 ans plus l'âge que vous avez eu avant d'entrer à l'école, vous soyez capable, même si on ne vous recrute pas quelque part ou dans la fonction publique, vous soyez capable de transformer, de proposer quelque chose à votre environnement pour gagner de l'argent, ça veut dire que vous êtes allé à l'école des notions et non à l'école de la vie. Parce qu'à la fin, comme le disent les hommes d'affaires, les spécialistes des affaires, de l'économie, une opportunité d'affaires pour gagner de l'argent, c'est quoi? Nous sommes ici, si j'estime que je peux apporter quelque chose qui n'existait pas. Dans ma réflexion, je sors quelque chose qui n'existait pas. Je vois est-ce que des gens en ont besoin. Combien de personnes en ont besoin? Ils en ont besoin pour combien de temps?
J'ai créé une opportunité d'affaires. Donc, quelqu'un peut aller à l'école, parfaitement infini, et lui dit, je veux vendre des choses à Dantokpa. C'est son ambition. Il faut qu'on en arrive à former des gens comme ça et que nous ayons des enfants bien formés, mais pas des enfants qui ont la tête bien pleine. Mais il ne faut pas aller à la suppression des diplômes. Une chose, allez-y. Allez dans les classes, vous allez voir des enfants qui n'ont pas la moyenne. Si théoriquement, on ne tient pas compte de la moyenne de passage, pour envoyer les enfants en 6e, il y a des enfants qui ne travaillent pas, sur lesquels le maître ne compte pas. Mais quand ils vont au CEP, le miracle se produit et le classe donne 100%. Si on devait tenir compte de ça. Je vais vous donner un exemple. Mais si le nombre d'enfants qui n'ont pas la moyenne, c'est pas. Vous avez aussi des enseignants, vous êtes enseignant par ailleurs. Attendez, non, mais vous ne tirez pas dans votre tanière. Non, je vais finir. Vous avez des enseignants aussi qui sont plus cancres que les élèves. Non, je n'ai pas. Il y a pas. Vous n'allez jamais entendre un enseignant sérieux dire qu'un enfant a un cancre. Un enfant n'a pas un cancre. Non. Vous ne m'avez pas bien entendu. Je disais qu'il y a parfois. L'enfant peut ne pas être calé en mathématiques, être calé en PCT. Bien sûr. Il peut ne pas être calé en PCT, être calé en SVT. Un enfant n'est pas un cancre. Un enfant a des aptitudes, a des compétences. C'est pourquoi on parle de l'approche par compétence. Et imaginez, quand le ministre Kakoma Oignon avait dit, écoutez, pour aller en seconde, BPC plus moyenne de classe, vous avez vu la catastrophe que ça a donné. Vous avez vu la catastrophe que ça a donné. La responsabilité est où? Lorsque vous avez des enseignants aussi qui sont des produits du nouveau programme, complètement incapables de tenir les enfants, mais qui, au détour des revendications syndicales, sont reversés. Pour aller dans les classes aussi, la responsabilité, c'est aussi l'enseignant. Vous ne me laissez pas finir. Non, je tiens simplement. Je vous taquine parce que je dis. Laissez-le finir. Allez-y rapidement. Au niveau de notre système éducatif, quand moi j'ai fait l'école, écoutez, si votre bras ne touche pas le bout de votre oreille, vous ne commencez pas l'école. C'est l'école là que moi j'ai fréquenté. C'est pas question d'âge. Si tu poses la main sur la tête, ça ne touche pas le bout de ton oreille, tu ne commences pas l'école. La première fois où je suis allé, mon doigt n'a pas touché. C'était à Parakou, n'a pas touché. On dit, tu retournes à la maison. Aujourd'hui, on a dit, pour que votre enfant commence la maternelle, c'est 3 ans. Et il rentre au CI à 5 ans. Et après, il fait les 6 ans qu'on appelle de primaire, et il rentre au collège à 11 ans. Vous allez voir aujourd'hui dans les classes de 6e, des enfants de 8 ans, des enfants de 9 ans. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Et si il fait 7 ans au collège, à 18 ans théoriquement, s'il n'a pas coefficient une classe, il a le bac. Il fait le master, il a 23 ans. Mais qu'est-ce qui se passe dans la psychologie des Béninois? Vous allez comprendre. Vous rentrez dans une entreprise, un jeune de 23 ans qui vient avec un master, mais attention, s'il n'est pas fort dans la tête, il va démissionner. J'en ai connu avec qui j'ai fait le Sénégal, qui sont rentrés à 23 ans avec un master, qui, après 2 semaines de boulot, ont démissionné parce qu'on les prenait pour des enfants. On leur dit, mais toi, tu es né quand pour nous diriger? Et puis, basta, l'enfant est parti. Parce qu'on les a formés à la notion et non à la vie. Non, ce n'est pas... Ailleurs, vous avez un enfant de 23 ans à qui, quand on donne les notions, après, on le forme au management. C'est pas le cas chez nous. Je ne parle pas du blanc. Je parle de ce qui se passe. Moi aussi, je ne parle pas du blanc. Je parle de ce qui se passe dans la tête. Non, moi, je ne suis pas dans l'optique de blanc ou noir. Ce qui se passe dans la tête des Béninois. Vous allez voir, les soutenants sont déjà commencés. Aller dans les écoles, vous allez voir des enfants de 19 ans, des enfants de 20 ans, de 21 ans, qui font la licence. Et les gens leur demandent, mais vous allez trouver le travail. Ou bien qu'ils fassent des... Il y a des gens qui ont fait le master professionnel. C'est pas... Et qui peuvent déjà à partir de leur main travailler, mais à cause de leur jeune âge, on refuse de les engager. Ça, c'est la réalité de mon pays. Les soutenants sont commencés dans les écoles. Vous allez voir des enfants de 19 ans qui font de bons travail, qui ont des mentions excellentes, et puis, on dit, mais à 21 ans, qui va t'engager? Et les parents disent, si c'est ça, mon enfant continue les études. Donc, il va falloir que dans les têtes, je ne dis pas, par exemple, que tous les enseignants sont bons. Non, force. Si je dis ça serait malhonnête de ma part. Je ne dis pas que tous les enseignants ont quelque chose. Il y a des gens à qui on reproche des choses. Parce qu'un enseignant, c'est celui qui se remet en cause de façon permanente, qui fait des recherches, qui évolue. Donc, il n'y a que dans le système éducatif. C'est pourquoi je dis, une école ne fait pas de miracle si les parents ne prennent pas en charge leurs enfants. Si votre enfant est intelligent et il démontre son intelligence à l'école et qu'à la maison, il n'y a pas de suivi. Moi, je connais des enfants à qui on leur offre le jouet à 10h, vous venez à midi, c'est que c'est dépiécé. Le petit, il dépièce le jouet et il vous remonte ça parce que entre-temps, il a touché à son jouet, il a entendu musique, il veut savoir à l'intérieur de mon jouet. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, moi c'est pourquoi je dis une chose, je suis
contre ces parents qui, parce que quand l'école a commencé, il faut couper les abonnements, il ne faut pas donner la possibilité à l'enfant. Aujourd'hui, nous sommes dans l'approche par compétence. L'enfant construit son savoir à partir de l'aide de l'enseignant. Et on dit aux enfants, allez chercher, vous êtes parents d'élèves, votre enfant vient parfois, il est obligé de prendre votre smartphone pour faire des recherches. Quand l'enfant suit les informations, parce que nous sommes chez nous en composition, communication écrite, on va lui parler de ce qui se passe dans son environnement, mais malheureusement, il est privé de télé, il a des problèmes. Donc je dis, il faut que dans nos mentalités, qu'on commence par dire, faisons confiance à nos enfants. Aucun enfant n'est arrêté. Tous les enfants sont intelligents. Il revient aux parents et aux enseignants d'amener l'enfant là, de faire éclore auprès de cet enfant son intelligence. Mais on ne peut pas, si ton enfant n'est pas bon en EPS. Au passage, je salue le gouvernement béninois pour avoir instauré dans les écoles ce que nous appelons les classes culturelles. Moi, mon école, là où j'officie, est choisie. J'ai vu des enfants qui ont fait des dessins. Quand ils ont fait la restitution, des dessins impeccables. C'est-à-dire qu'il n'est pas bon en maths, mais quand il vous fait un dessin, mais vous allez croire qu'il a fait l'école là. Donc voilà que je dis il faut que certains parents disent non, mon enfant va faire quoi avec la classe culturelle? Moi, je veux qu'il étudie. Mais votre enfant, il va à l'école, il apprend à jouer au basket, mais il peut gagner sa vie à partir du basket. Il peut gagner sa vie à partir de la musique. Il peut gagner sa vie à partir du dessin. Il peut gagner sa vie. J'ai vu à Tokpa des gens qui ont fait leur thèse, qui sont à Tokpa. J'ai vu des gens qui ont fait le master, qui sont à Tokpa, ils ont bien étudié parce que le parent a voulu que l'enfant étudie. La fin du temps, mais aujourd'hui, l'enfant gagne sa vie parce qu'il a appris à faire. Il y a beaucoup de nos compatriotes en Europe qui ne sont jamais allés apprendre la coiffure, mais aujourd'hui en France, ça tresse les blancos parce qu'ils savent faire. Ça a été un don. Donc, il faudrait que l'école et la famille aident l'enfant à éclore. Il ne faut pas forcément dire parce que moi, je suis allé à l'école, j'ai fait master, mon enfant doit faire doctorat. Il faut que les parents cessent d'imposer leur vision aux enfants de sorte qu'on tue en l'enfant le talent, on tue en l'enfant ses compétences. Donc c'est pourquoi je dis l'enfant peut être au CM2 et avoir 6-7 et au CEP réussir brillamment. Donc il ne faudrait pas que ça soit un examen, c'est pour l'élève moyen, c'est pas un concours, Donc je dis ça va nous permettre de gagner le temps parce que nous sommes dans le système francophone où vous rentrez dans une entreprise, la première question qu'on vous avez quel diplôme? On vous demande votre CV, on ne te demande pas comme chez les Anglais, qu'est-ce que tu sais faire de tes mains? On te dit mais vous avez quel niveau? J'ai un bac plus 3, j'ai un bac plus 5. C'est ça qu'on vous demande. C'est la société qui est ainsi faite chez nous. Donc il faut que désormais, moi j'ai vu des écoles où les gens apprennent. C'est pourquoi j'aime ceux qui vont au lycée. Le gars, il fait la menuiserie. Après 2 années, il peut déjà commencer par réparer les tables, les chaises. Il se cherche de l'argent. Il a fait la maçonnerie. Pendant les vacances, il va sur les chantiers, il travaille. Donc il faut que l'État béninois, au-delà du long système que nous parcourons, qu'on crée les lycées. Le chef de l'État en a fait son cheval de bataille, mais dans Grand Cotonou ici. Vous rejoignez Jules Léandre qui propose qu'on interroge le système. C'est vrai qu'on a beaucoup à dire sur ce sujet, mais le temps nous presse. Il y a d'autres évaluations qui vont suivre, le certificat d'études primaires, le BPC, le bac et bien d'autres. Nous souhaitons que ça se passe bien. Nous allons dire un mot sur la crise Bénin-Niger, chers invités. Le président béninois Patrice Talon, vous le savez, a exprimé la semaine passée, son incompréhension face au maintien de la fermeture de la frontière côté Niger. Jules Léandre, incompréhension justifiée? Très justifié. Et j'ai vu le chef de l'État qui s'est retrouvé dans la triste obligation d'utiliser le mot intrigue. Parce que il se demande qu'est-ce qui n'a pas été fait du côté béninois pour que on continue d'observer plus que le blocus au niveau frontière, une sourde oreille et au-delà même d'une sourde oreille, un choix délibéré de regarder Cotonou comme un front ennemi. Parce que lorsque vous observez les actes posés par Cotonou, c'est déjà le respect donc de la levée des sanctions de la CEDEAO, ouverture de frontières. On peut comprendre que dans ce timing-là, Niamey vivait encore la nostalgie ou la mère nostalgie des sanctions subies et la fermeté prononcée par le président béninois, mais au nom de la communauté de la CEDEAO et non un tutu personné. Mais après,
Quand vous êtes dans une communauté, vous avez signé des accords, vous êtes engagé dans une communauté, vous assumez les actifs comme les passifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Bénin, pourquoi les autres pays, le Nigeria par exemple, qui est allé jusqu'à couper l'électricité qui est si vitale, donc au Niger, et on dit qu'il y a eu beaucoup de morts dans les hôpitaux, mais bon, le Niger, les autorités nigériennes aujourd'hui ne s'occupent plus du Nigeria, ils ne s'occupent plus des autres pays. Est-ce que le Bénin devrait avoir le comportement du Togo ou qui a joué les opportunistes autour? Mais alors, après ça, lorsqu'on a levé les sanctions, le chef de l'État béninois est sorti plusieurs fois. Il a enlevé chez Tego de chef de l'État, premier des Béninois. Il a plusieurs fois dit non, je lance un appel, un message de solidarité à nos frères nigériens. Et bien, ce qui me paraît bizarre, que ce soit du côté de Niamey, que ce soit de Cotonou, tout le monde se dit préoccupé par la situation des deux peuples frères. Tout le monde reconnaît d'abord que le peuple béninois et le peuple nigérien sont des peuples frères et ils n'ont rien à voir avec des guéguerres entre dirigeants. Ensuite, que les deux peuples souffrent. Mais que Cotonou continue de poser des actes qui expriment sa bonne foi. Lorsque Cotonou, les autorités béninoises ont voulu même mettre une mesure conservatoire par rapport au transfert du pétrole nigérien par le Bénin pour être embarqué dans les eaux béninoises par la société chinoise, eh bien, dès que les Chinois ont parlé avec le Bénin, là encore, le Bénin est allé jusqu'à lever cette mesure, mais qu'un chef d'État envoie, voilà, lorsqu'on a dit qu'il faut une rencontre tripartite, tout le monde s'est réjoui de ce que, du côté de Niamey, les lignes bougent aussi parce qu'ils ont accepté qu'il y ait une rencontre. Le Bénin pouvait dire ça va se tenir à Cotonou. Mais dès qu'ils ont exigé que ce soit à Niamey, le président béninois n'a pas hésité à envoyer son ministre des Mines, qui est allé là-bas et a participé aux séances. Mais il se fait que la partie nigérienne, sur son propre territoire, ne dit rien de concret par rapport aux conditions posées par Cotonou et par rapport aux conditions tenues par l'opérateur chinois. Et puis, dans ce que moi je connais de la diplomatie, je ne suis pas diplomate, mais dans les usages diplomatiques, lorsqu'un chef d'État envoie un message spécial, personnel, à son homologue d'un autre pays, ça ne se remet pas dans une réunion à une personne intermédiaire. Et le général Tchiani était sur le territoire nigérien. On me dira pour raison d'état de sécurité. Après coup, ils ont cherché à justifier pour dire il était à une réunion par rapport à une attaque terroriste que le Niger a subi. Et c'est pour ça qu'il n'a pas reçu des mails du ministre Adambi, le message spécial que le président Talon lui a envoyé. Et pour vous montrer jusqu'où le président Talon est allé, le chef d'État n'a pas l'habitude de dévoiler le contenu de la lettre spéciale qu'il envoie à son homologue. Patrice Talon a été amené à le faire. Et vous l'avez vu la dernière fois quand il est revenu du Brésil. Quand vous regardez Patrice Talon en train de parler, moi j'ai dit Patrice Talon comme je ne l'ai jamais vu, qui a dit, mais j'ai tout donné et je suis prêt à oublier ma personne pour que le Bénin et le Niger puissent s'entendre. Mais ça n'a pas été fait. Et puis après coup, vous voyez comment le Premier ministre nigérien vient justifier le fait que, après le mensonge de la télévision d'État au Niger, qui disait que non, le message avait été reçu par le général Tchiani, eux-mêmes reviennent pour dire non, on a menti. Des politiciens béninois contre la rupture ont déjà récupéré cette parole de la télévision nigérienne comme parole d'évangile, se sont mis à insulter le gouvernement béninois et après je ne les ai pas vus revenir, avoir la pudeur de venir dire on s'est trompé parce qu'on s'est basé sur du faux. Vous voyez à côté un autre béninois, Kémy Séba, qui lui, pendant que tout le monde veille à ce que le calumet de la paix soit fumé, eh bien, il va là-bas, il va jouer celui qui est le dur à cuire et qui met de l'huile sur le feu pour finalement venir dire que les informations ne venaient pas de lui et que ce sont les autorités nigériennes qui les ont invités avec Nathalie Yam pour les remercier. Et ça signifie ce que ça signifie. Et donc, on leur a donné ces informations et puis lui, il s'est mis à... Je ne suis pas d'accord avec ceux qui se mettent à le traiter d'enfant bâtard. Non, je ne suis pas d'accord. Mais qu'il soit en train de dire ça, il devrait pouvoir reconnaître qu'il est allé simplement gaffer. Alors, je ne comprends pas que le Premier ministre nigérien revienne encore pour dire que le général Tchiani n'a pas reçu le ministre béninois pour le message spécial envoyé par le président Talon parce qu'il était dans une réunion suite à une attaque
perpétrés par des terroristes dont lui il estime qu'ils sont venus du Bénin. Ça veut dire qu'il y avait l'intention, même ça veut dire que le général Tiani, même s'il avait le temps, ben, vous me demandez de prendre un message d'un ministre béninois, alors que je pense que l'attaque pour laquelle, soi-disant, je suis en réunion, je suis convaincu d'avance que c'est venu de Cotonou. Mais franchement, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut envenimer la tension entre les deux pays, mais je pense que, je l'ai répété ailleurs, Patrice Talon n'a pas été élu pour faire le salam-alek en direction de Niamey jusqu'à ce point. Il a atteint, selon moi, le fond. D'accord? À partir de ce moment, Niamey doit pouvoir faire des pas également pour qu'on passe à autre chose. Qu'est-ce que vous appelez crise de la CEDEAO? Ce qui se passe, est-ce qu'il n'y a pas eu le Niger, le Burkina et puis le Mali? On connaît l'histoire, les rôles que ces pays-là ont joué lorsque d'autres États ont été en situation où la CEDEAO devrait les punir. Et pendant que eux, ils étaient membres de la CEDEAO, on a vu les rôles qu'ils ont joués. À un moment donné, comme le président Talon l'a dit, il y a un temps pour tenir un ton dur, pour menacer, il y a un temps pour prendre acte de l'évolution de la situation, et il y a un temps pour se réconcilier. Il faut qu'on en arrive là, parce que je ne comprends pas les opérateurs économiques nigériens qui sont au Bénin, quel péché ils ont commis pour qu'ils ne retournent pas dans leur pays travailler. Aujourd'hui, le Bénin est obligé d'ouvrir une porte. On dit souvent à malheur, à toute chose malheur est bon. La voie qui est ouverte aujourd'hui par Segbana, vous avez des gens qui vont plus rapidement au Niger en passant par le Nigeria, parce que quand les gens passaient par le Niger, ils revenaient dans le Nigeria. Bon, est-ce que pour autant le Niger doit continuer à faire ça? Le chef de l'État a été clair, en tout cas, il a été jusqu'à faire une consultation gratuite pour les Nigériens en disant que si les formalités douanières, les accords douaniers ne sont pas signés, c'est que le reste de l'opération de transfert du pétrole, ça va être compliqué. Ça veut dire qu'on demande à Patrice Talon d'engager le pays dans des relations informelles, ce qui n'est pas une bonne chose. Et donc, tous ceux qui peuvent parler au général Tiani, pour qu'ils comprennent que entre être un simple soldat, chef d'état-major et devenir président d'un régime de transition, le titre de chef d'État, c'est autre chose. Vous défendez les intérêts de toute une nation et non vos propres intérêts, et vos égos, vos émotions doivent être laissés de côté à des moments donnés. Alphonse Moïse, doit-on s'inquiéter aujourd'hui pour les relations Bénin-Niger au lendemain du départ des premiers barils de Sémé, avec ce qui se passe actuellement? De qui se fout-on? Moi, ça ne m'intéresse pas. Je dis, ils savent comment ils peuvent régler le problème. Ce qu'on est en train de faire par presse interposée, c'est de la comédie. Ce qu'on est en train de faire par presse interposée, c'est la comédie. Et je dis et je répète, les gens savent là où il y a le problème. Et je dis, c'est le problème est où? J'ai déjà dit la dernière fois qu'on ne règle pas tous les problèmes sur la place publique. Nous avons des chefs d'État, ils savent comment faire pour se rencontrer sans que nous, vous et moi, ne soyons informés. Ils ont des circuits qui peuvent qui peuvent emprunter. Parce que quand vous lisez un peu la presse de part et d'autre, que ce soit au Bénin, que ce soit au Niger, ce qui se dit, toutes les déclarations qui sont relayées ne sont pas de nature à ramener la paix. Parce que les Nigériens parlent, les Béninois parlent, les Nigériens insultent, les Béninois insultent. Je dis non, c'est pas ça là, le problème. Il faut que, j'ai déjà dit la semaine dernière, il faut que chacun se taise. Le problème sera réglé. Les présidents des deux États savent comment ils peuvent se voir. Il y a certainement des choses que vous et moi ne pouvons jamais comprendre. Vous et moi ne savons pas. Donc je dis, quand les gens font les gauze chaudes dans ce dossier-là, je dis, est-ce que c'est pour arranger les choses? Moi, j'ai suivi un peu partout les Nigériens, machin, et micmac. Je dis non, on a besoin, si tant est que tous ceux qui parlent là aiment leur pays respectif, qu'on se taise et qu'on laisse faire. Ça va se régler. Est-ce que j'ai la certitude. Vous comprenez aujourd'hui la position du Niger, malgré la main tendue du Bénin? Et c'est pourquoi j'ai dit, la position du général. Si le général Tiani et son équipe s'entêtent, forcément, il y a un problème là dont nous ne sommes pas au courant. Parce que ce qui doit être fait a été fait, selon ce qu'on apprend, mais le Niger refuse. Qu'est-ce qui bloque? Voilà, qu'est-ce qui bloque? Donc forcément, il y a un problème qu'on n'a pas peut-être envie de mettre sur la place publique. Il y a un problème qu'on n'a pas envie de dire. Le Niger parle de base arrière de la France, c'est pas. Écoutez, un pays, le Bénin est un pays
indépendant, le Bénin est libre de choisir ses partenaires militaires. Moi, je ne vais pas rentrer dans ça. Mais s'il y a un autre problème qui oppose le gouvernement, qu'on appelle nigérien, au gouvernement béninois, que les gens se retrouvent. Parce que moi, j'ai dit peut-être qu'il faut que le président Talon se retrouve avec le général Tiani à 200 témoins qui discutent. Et quand on va passer à cette étape, vous allez voir qu'à la suite, ça va se dénouer. Ça va se dénouer. Mais tous ceux qui pensent qu'ils maîtrisent le dossier, que ce soit au Niger ou au Bénin qui parlent, ce n'est pas... Quand vous les écoutez, à la fin, vous dites, mais quelle est la plus-value de leur déclaration? Est-ce que ça fait avancer les choses? Non, il faut arrêter ça. Quand à un moment donné, vous avez utilisé beaucoup, vous avez dit des choses, vous avez fait des allégations et que vous avez constaté que ça ne porte pas leurs fruits, on prend du recul. On dit, on laisse le temps, on va laisser les petites querelles se tasser et vous allez voir, les chefs de l'État vont dire, enfin, nos peuples, s'il y a des problèmes, les peuples n'ont pas le droit de souffrir de cela. On se retrouve et puis on va fumer le calumet de la paix. Moi, c'est ce que j'ai dit et j'ai toujours répété. Pas de discours inutile. On doit arrêter ça. Le Bénin ne peut pas choisir ses voisins. Le Niger non plus ne peut pas choisir ses voisins. Nous avons l'obligation de vivre. Et c'est la cohésion pacifique. On doit cohabiter. Le Bénin va se fâcher pour dire, bon, je vais changer de pays limitrophe. Le Niger non plus. Donc, avec le temps, forcément que j'ai dit, qu'il faut faire du lobbying. Là où nous sommes, c'est du lobbying. Vous avez vu, et j'ai du plaisir à le rappeler, quand la crise de la CEDEAO a commencé, vous avez vu l'ethnie qu'on appelle Haoussa se déplacer vers le Nigeria. Et ça a ramolli un peu la position du Nigérien par rapport au Niger. Donc, je dis, il y a forcément des personnes qui peuvent servir d'intermédiaires, que ce qui se dit sur la place publique, qu'on cesse de le dire, qu'on se taise et qu'on laisse le temps faire. Que doit faire le Bénin aujourd'hui? Tourner la page Niger ou se taire comme le propose Alphonse Moïse? Je serai toujours contre le mot d'ordre, il faut se taire. Non, il faut parler. C'est différent de bavarder. Il y a une différence entre les deux. C'est de savoir qui parle et qui parle de quoi. D'accord? Et comment? Vous n'allez pas demander, on risque de dire aujourd'hui à des médias de ne pas parler de la situation. Nous sommes là en train d'en parler. Il faut qu'on en parle. Mais quand nous venons en parler, à notre niveau, nous avons notre rôle qui est différent des experts qui doivent aller sur les questions de sécurité, comment ça se discute, sur des questions, les spécificités liées au commerce ou au transport du pétrole, lorsque les pays sont en conflit, comment on fait des mesures, des dérogations pour faire passer le pétrole. Il y a des spécialistes de ça. Ils vont faire leur travail. Ceux qui sont dans les renseignements, ceux qui sont patrons des deux armées, vont pouvoir se parler. Ceux-là ne sont pas sur les plateaux de télé, ils ne sont pas à la radio. Mais non, il y a ce qu'on appelle l'information d'État, l'information officielle, qui est une obligation que chaque État a vis-à-vis de son peuple. Et aujourd'hui, à l'aide du numérique, vis-à-vis de la planète. Parce que si le chef de l'État béninois parle, ce qu'il dit à la télé, c'est ce qu'il peut dire. Et quand il dit, sans donner de détails, il commence pas à dire. Mais je pense que je suis en train d'épuiser quand même beaucoup de cartes et je ne vois pas les mouvements réciproques venir du Niger. C'est une manière de prendre son propre peuple à témoin. Sinon, vous pouvez voir le peuple béninois se lever contre le président béninois pour dire comment tu es en train de régler ce problème, parce que nous voulons que ce soit réglé. Parce qu'il a été élu, il a signé un contrat social avec le peuple béninois. Mais si le premier ministre nigérien parle, et il a déjà multiplié les conférences de presse, ne lui demandez pas de se taire, parce que lui aussi, vis-à-vis du peuple nigérien, il a une obligation. Il a obligation de dire, nous continuons de bloquer, vous souffrez parce que et nous pensons que Cotonou veut nous faire du mal. Mais le problème après, quand la presse récupère, ou ceux qui font les querelles des idées dans l'opinion, quand ils récupèrent ça, ils voient la pertinence des arguments. Moi, j'ai pas besoin d'être dans les renseignements ou bien dans le secret des dieux avant de trouver que lorsque quelqu'un dit, il y a, d'abord on dit base militaire française, et après, sans autre forme de procès, sans revenir nous dire que on a choisi mal les mots, on dit non, c'est désormais des centres de formation de terroristes formés pour venir déstabiliser le Niger. Et lorsque le Premier ministre cite des localités, le Premier ministre nigérien cite des localités béninoises pour dire, j'ai entendu
au moins le porte-parole du gouvernement béninois dire que le gouvernement béninois autorise le Niger à envoyer délégation pour venir constater. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'armée nigérienne, avec la caution du général Tiani, peut dire, OK, on envoie une délégation, on envoie des experts à l'international, ça peut ne pas être français parce qu'on ne fait plus confiance donc à la France du côté Niger. On peut inviter d'autres experts, on peut demander à l'ONU, on peut demander à la CEDEAO à inviter, bon la CEDEAO là encore, le Niger ne lui fera pas confiance, mais l'ONU pour dire, OK, envoyer des spécialistes pour venir voir, constater, ils vont faire des rapports. Parce que ce qui se passe, moi j'ai l'impression, et ça je plaide pour que du côté de Niamey, on revienne à de meilleurs sentiments, j'ai l'impression que du côté du Niger, on avance des arguments qui vont faire que, en fait, le problème ne sera jamais réglé. Ou en tout cas, pendant longtemps, parce que le Premier ministre... Quel intérêt le Niger a à ne pas régler le problème? C'est là seulement que je vais parler le même langage que Alphonse Moïse Soudé pour dire que lorsque des dirigeants posent des conditions jusqu'à ce que vous avez l'impression que là, il vaut mieux chercher à savoir ce qui est resté dans leur tête lorsqu'ils ont fini de parler, parce que c'est pas ce qu'ils disent là. Il y a autre chose. D'accord? Il y a autre chose. Et quand vous voyez le comportement du Togo par rapport au Niger, le Tchad, vous dites le problème est plus large que ça. Lorsque vous voyez le comportement, le double comportement du Nigeria, qui s'entend avec le Bénin quand il faut ouvrir des voies parallèles, mais qui s'entend avec le Niger pour faire sa coopération, ça veut dire que la question doit être discutée, doit aller au-delà. Mais ce que nous pensons, nous savons aujourd'hui, on doit pouvoir le commenter. Maintenant, ceux qu'il faut décourager, ceux à qui il faut dire, il faut se taire. C'est des gens qui, par exemple, du côté Cotonou, cherchent à dire, il faut diaboliser tout ce qui se dit du côté du Niger. Il faut dire, ah non, le président Patrice Talon n'a qu'à fermer, n'a qu'à bloquer et qu'il ne fasse plus de concessions. Non, il faut décourager ces personnes. Ceux qui sont du côté du Niger, qui disent que le Niger n'ouvre jamais parce que Cotonou, c'est dangereux, c'est ceux-là, il faut décourager. Voilà. Alors, le Parlement de la CEDEAO a proposé sa médiation. Quelles sont les chances d'aboutissement de cette médiation? Très rapidement, Alphonse Moïse. Non, écoutez, moi, j'attends de voir. Vous savez que le Niger, l'Alliance des États du Sahel n'ont plus confiance en la CEDEAO et dans ces structures. Donc, je me dis que bon, il faut toujours essayer. Il faut essayer pour voir ce que ça va donner. Forcément que chacun sait ce quel levier il faut appuyer pour demander à l'autre de baisser les chines. Mais tout compte fait, ils peuvent essayer. Si maintenant, et je le dis, je le répète, le problème va être réglé par les chefs d'État. Quand ils vont se voir, vous savez, les chefs d'État, ils ont quand même, ils savent comment ils se voient, ils vont se parler. Tous ceux qui parlent là, il y a des gens qui parlent sans maîtriser le dossier. Il y a des gens qui parlent sans savoir de quoi ils parlent. Oui, mais c'est le chef d'État béninois qui parle maintenant, c'est le Premier ministre nigérien qui parle. Donc il faut demander alors à ces personnes, si vous dites que c'est eux qui doivent se voir. Alphonse Moïse voudrait qu'on note, qu'on enlève ce sujet-là de la place publique et qu'on aille dans les couloirs. Mais ceux qui le mettent à la place publique sont les plus hautes autorités des deux pays. Le Premier ministre nigérien parle au nom du général Tiani, voilà, qui est le président. Il dit qu'il y a maintenant, le président béninois. Il dit qu'il y a des couloirs à emprunter. Dans ces conditions, il n'a qu'à être clair dans son appel. Il n'a qu'à dire je parle à Patrice Talon, je parle au ministre, Premier ministre nigérien. J'ai dit la dernière fois sur ce plateau. Allez-y rapidement. J'ai dit la dernière fois sur ce plateau. C'est pas parce que les Nigériens parlent que les Béninois sont obligés de leur répondre. C'est pas parce que les Nigériens parlent que les Béninois sont obligés de leur répondre. Mais le chef de l'État, quand il parle, il restitue des démarches menées. On n'est pas obligé. Pour éviter qu'il y ait incompréhension. Parce que vous savez, il faut éviter la polémique aujourd'hui. Merci. Parce que les autres, en parlant, c'est pour instaurer la polémique. Merci infiniment. Et quand on instaure la polémique, c'est pour distraire. Merci. Alors, autre sujet, après avoir survécu au naufrage du 16 au 17 mai dernier en Tunisie, les migrants de nationalité béninoise ont exprimé la volonté de revenir au pays. Ils y sont depuis quelques jours. Ce n'est quand même pas courant, Alphonse Moïse, de voir des Béninois prendre les routes de la migration irrégulière. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Rapidement, s'il vous plaît. Ce qui n'a pas marché, c'est que certainement que leurs attentes au pays ne sont pas comblées. Ils ont voulu faire l'expérience d'aller voir ailleurs ce que ça peut donner, mais ils ne sont pas passés par les voies légales. Ils ont certainement sacrifié beaucoup de choses. Certains ont peut-être vendu leur bien pour dire, bon, écoutez, je vais là-bas si c'est
c'est bon, je vais envoyer de l'argent à mes parents, que certainement que certains parents ont peut-être vendu leurs biens pour permettre à leurs enfants de faire le déplacement, parce que quand on est devant la télé, on a vu que des gens ont pris ce risque-là et que ça a donné. Mais ils sont revenus chez eux. Moi, je dis, la première des choses à faire, c'est une prise en charge psychologique de ces personnes-là, parce qu'ils ont vu leurs compatriotes mourir devant leurs yeux. C'est pas facile. Quand vous avez vu quelqu'un, vous êtes retrouvé dans l'impuissance, dans l'incapacité de pouvoir le sauver. Il faut une prise en charge psychologique. Il faut des cellules d'écoute pour savoir quelles sont les motivations de ces personnes qui ont décidé de prendre la main pour aller voir chez l'autre si on peut se construire un avenir. Et par rapport à ça, on pourrait savoir désormais quelles sont les manettes qu'il faut toucher pour que désormais nos frères ne nourrissent plus cette ambition-là de dire, bien, chez moi c'est pas bon, ailleurs c'est bon, je prends le risque. C'est vrai que qui ne risque rien n'a rien, mais il faut d'abord avoir un mental solide pour prendre ce risque-là. Donc s'il y a des choses que le gouvernement béninois peut faire pour redonner espoir à ceux qui ont perdu tout espoir, pour dire ici tout est bouché, ça ne peut plus marcher, quel que soit ce que tu fais, ça ne marchera pas parce que tu n'as pas un parent sur le pommier, ce n'est pas évident que tu manges la bonne pomme. Donc ailleurs, là-bas, je vais me chercher, si je gagne, basta, si je gagne pas, je reviens comme l'enfant prodigue, je reviens au pays. Jules Léandre, ne doit-on pas incriminer aujourd'hui les offres politiques à l'interne en direction des jeunes? La responsabilité est partagée entre ceux qui, régime après régime, proposent les styles de gouvernance ou les offres politiques, économiques, sociales, comme vous le dites, mais il y a également la responsabilité de ces jeunes-là, de ces personnes qui prennent la route après. Lorsque vous avez des dirigeants qui proposent, quelqu'un qui veut être président de la République, par exemple, il propose, il a un projet de société, après ça devient un programme d'action du gouvernement. Quand on en parle, quelle est la participation spontanée du jeune béninois? Est-ce qu'il a l'impression que ça l'intéresse? Est-ce qu'il influence ça? C'est de cela qu'il s'agit. Parce que si vous n'influencez pas, j'ai souvent dit par exemple, regardez, vous avez l'impression que ceux qui s'intéressent à la politique au Bénin, la jeunesse béninoise, là, elle écoute le discours politique? Non. Elle s'intéresse à la politique pour dire, est-ce que vous allez me trouver un emploi? Alors que, pendant que le politique est en train de construire son projet de société, vous êtes capable d'influencer ça. Vous êtes capable de dire, si tu ne mets pas ceci dedans, moi je ne prends pas. Et quand tu es élu après, je veux telle chose, je veux telle chose. Mais quand on dit à des jeunes, on leur confie des choses à faire, qu'est-ce qu'ils font? Moi j'ai dit, pour compatir à leur douleur, il faut dire, d'abord, je constate que je reconnais le Béninois dans ses compétences de vie courante. Le Béninois, comme vous le dites, n'est pas habitué à ça. Vous voyez, quand c'est je ne sais pas pour stigmatiser ces pays, quand c'est le Sénégal, c'est la Guinée, le Mali, ou encore le Niger ou d'autres pays, vous ne verrez pas cette vague de migrants, de candidatures à l'immigration là, dit nous voulons revenir systématiquement. Le Béninois, observez-le très bien, il a mal dans sa chair. Quand ça devient dur, il n'a pas souvent la tête dure pour continuer. Donc, ils ont vu, comme il a dit Moïse, leur frère mourir devant eux, ça leur fait mal. C'est le gouvernement d'abord qui a eu le mérite de proposer cette possibilité pour dire si vous voulez revenir, eh bien, on vous reçoit. Maintenant, il faut plus reprendre ça. Et pour ceux qui nous écoutent, ce n'est pas nécessaire. Cherchez à rentrer. Bon, vous pouvez vouloir aller à l'étranger. Cherchez à le faire de façon régulière. Si vous n'avez pas réussi aujourd'hui, demain vous allez réussir. Ils ont bien fait de décider de revenir. Je souhaite qu'ils coopèrent par rapport aux informations qu'ils doivent donner pour qu'on réfléchisse avec eux à leur réinsertion socio-économique après l'assistance psychologique dont parle Moïse. Parce que c'est quoi? Ce qui va arriver, observez très bien, quand on va vouloir les recevoir maintenant pour dire mais quel est votre projet? Qu'est-ce que vous vouliez faire? Et cela fait que vous avez fait cette option-là. Il y en a qui vont dire si vous pouvez nous donner de l'argent, c'est bon. Ils vont s'attendre à ce que l'État vote de l'argent pour eux, on leur donne l'argent, chacun va dire j'irai faire une affaire. Et vous allez retrouver 9 personnes parmi eux là, 6 mois, un an après, encore dans la rue, en train de se plaindre de ce que l'argent n'a pas permis de faire ci, de faire ça. Donc il faut qu'il puisse, l'État mette en place un système qui les écoute et que ce soit un programme spécial que l'État conduise
en leur faveur, non pas leur remettre de l'argent pour dire d'aller se débrouiller, parce qu'il y en a parmi eux, ils sont pas tous des badauds, hein, non, il y en a parmi eux peut-être qui ont de l'expertise, il y en a qui, Bien comme sûr. il a dit, vendu des trucs pour aller entreprendre, ils n'ont pas pu le faire ici, ils peuvent se faire écouter maintenant, et puis se relancer, pourquoi pas, c'est pas la fin du monde, mais psychologiquement ça doit être dur, il faut qu'il soit assisté par des psychologues, je ne sais pas si cette pratique est régulière chez nous, on aime trop s'accommoder des douleurs qui laissent des séquelles, c'est pas bien. Sans transition, hein, on va dire un mot, juste un mot sur ces assises au Sénégal qui visent à réformer, à moderniser la justice du pays, un des chantiers prioritaires au nouveau président de la République. Mais moi, j'ai quand même... c'est ambigu pour moi, hein, ces éléments de langage, moderniser, réformer. Réformer, c'est faire table rase de ce qui est existant. Moderniser, c'est partie de l'existant. Alors, on va pas s'attarder sur ça. Alphonse Moïse Soudé, un dialogue de plus, puisqu'il y avait une réforme de la justice pour la modernisation de la justice sous Macky Sall. Diomaye Faye et puis Ousmane Sonko ont été victimes de l'injustice au Sénégal, ils l'ont dénoncé tout le temps. Donc ils savent de quoi ils parlent. Ils ont compris que bon, parfois la justice se saborde à la politique, ou bien la politique manipule la justice pour des intérêts inavoués, inavouables. Donc ils ont dit, nous en avons été victimes. Voilà, des gens qui ont été victimes des erreurs de la justice. On a jeté des gens en prison. Bon, et voilà, ils ont dit, il faut que ça s'arrête. Il faut améliorer les choses. C'est pas une façon de maîtriser la justice, mais on veut désormais que la justice soit régulièrement dite. Qu'on ne dise pas la justice, qu'on ne tranche pas sur les questions par rapport à l'homme politique, mais que dit le droit. Parce que on a, dans le cas de ces deux messieurs-là, la justice est passée à côté. Quand vous suivez un peu le cas de Ousmane Sonko, vous voyez comment il a été malmené. Finalement, on a dit qu'on l'a accusé de viol, on l'a sanctionné. Celle qui accuse, dès qu'il est devenu président, a pris la tangente. Et puis bon, aujourd'hui, il y a des problèmes. On dit la justice doit être la même pour tout le monde. Et je crois que les réformes dont on parle, la modernisation dont on parle, c'est pour que désormais, dès qu'on vous condamne, dès qu'on a dit le droit, que personne ne réchigne, on va dire le droit, tout le monde va comprendre que le droit a été réellement dit, parce que dans nos pays africains, il faut reconnaître cela, les hommes politiques aiment maîtriser la justice. Parfois, on utilise la justice pour régler des comptes politiques, et Macky Sall l'a fait avec Sonko et Diomaye Faye. Donc, ils ont compris que ça peut aussi leur arriver. Ils sont présidents de la République. Peut-être à un moment donné, ils peuvent aussi se saisir de la justice pour régler les comptes avec leurs adversaires. On a dit maintenant, il faut qu'on aille à des concertations nationales, que chacun vienne avec ses propositions, parce que je crois qu'ils ont fait des travaux de sondage, ils ont écouté les gens, ils ont recueilli des propositions qui vont verser, et que d'ici le 4 juillet, les conclusions de ces concertations nationales doivent être exposées au président de la République pour voir ce qu'il faut faire par la suite. Alors, Julie André, très rapidement, les ennuis qui ont induit ces assises ne sont pas propres au Sénégal, en Afrique de l'Ouest par exemple. Est-ce qu'au Bénin, on n'a pas besoin d'un nouvel édifice pour la justice béninoise? Non, laissez tomber ça. Et je crois que Ousmane Sonko et Diomaye Faye sont en train de faire une erreur. Ils sont arrivés, c'est la personne qui est victime d'injustice. Quand cette personne prend le pouvoir, si dans un timing très serré, la personne vous dit je veux moderniser la justice, c'est pour aller dans l'autre sens. C'est pour faire la justice à sa manière, et vous allez voir, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Il y aura des victimes de la justice, Diomaye Faye, Sonko, et puis vous allez voir, ça ne doit pas être précipité. Qu'ils puissent d'abord, après leur projet de société, élaborer un programme. Vous pensez que c'est précipité? C'est précipité. Maintenant, ça a juste le mérite de faire un peu comme un brainstorming. Ils vont pouvoir rassembler des propositions, mais si moderniser la justice, ça doit être tout de suite, et calquer sur ce qu'ils ont subi. C'est plutôt les hommes de l'appareil qui anime l'appareil judiciaire qui devraient, au-delà des compétences techniques, faire parler leurs compétences morales. Parce que quelles que soient les réformes qu'on fera, tant que les hommes ne sont pas prêts, il ne pas donné un timing. Le temps qui nous est imparti tire déjà à sa fin. Actu et débat. Stop et fin pour le compte de ce lundi. Merci à Julie-André Ketty, à Alphonse Moïse Soudé, nos invités de ce lundi. Merci à Patrice Béjar à la mise en onde. Merci aussi à vous, auditeurs qui étiez à l'autre bout de cette communication. On se donne rendez-vous jeudi prochain à partir de 16h.